Bienvenue à la causerie de ce mardi avec nous en plateau, Constant Yawedéou, que vous connaissez, il est directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être là, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir chaque fois. Mathias Sossou, directeur général du quotidien Le Gongonais, bonjour. Bonjour chers confrères et consoeurs et chers téléspectateurs. Bienvenue à vous. Alors, Constant Yawedéou, quel est le rôle de la Chambre de commerce d'industrie du Bénin dans le développement, bien sûr, du pays? Bon, bien que je ne sois pas encore commerçant, oui. Je peux dire que la CCIB est une structure, je dirais pas une institution, mais c'est une structure, une organisation dont l'État a la charge d'organiser. L'État a la charge de l'organisation, mais qui est animé par les acteurs du monde de la production et de la commercialisation, donc des commerçants et des industriels, donc ceux qui produisent à exporter et qui importent. Voilà, tous ceux qui sont dans l'activité commerciale se retrouvent, mais même les consommateurs se retrouvent donc, à différents niveaux de la chaîne. Donc, tous se retrouvent pour parler de comment il faut faire pour qu'il y ait une harmonie dans ce secteur-là pour le développement du pays. Voilà, Mathias Sossou, est-ce que ça a un impact sur l'économie nationale, la CCIB? Bien sûr, la CCIB, c'est d'abord le regroupement de tout ce qui est commerçants et producteurs en industrie dans le pays. Et ici, déjà, il y a ce regroupement de ces acteurs du commerce et de l'industrie. Ça veut dire que, quelque part, ils participent quand même à la vie, à l'animation quand même du commerce du pays. Et c'est pour cela que vous allez constater que souvent, avec les déplacements de chefs de l'État sur les pays à l'extérieur, par exemple, dans les déplacements, en tout cas pour des voyages, il y a quand même une délégation de cette chambre-là de commerce et d'industrie que nous appelons CCIB et qui accompagne souvent la délégation. C'est pour aller rencontrer des opérateurs économiques d'autres pays. Ça veut dire qu'ils participent quand même au développement économique de notre pays, puisque c'est eux qui patronnent même tout ce qui est industrialisation et commerce dans le pays. Il leur revient quand même d'organiser et de gérer le commerce à l'intérieur du pays et même pourquoi pas à l'extérieur pour les contacts et les négociations avec d'autres opérateurs économiques étrangers. Donc la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est en quelque sorte une chambre des opérateurs économiques de notre pays qui quand même produisent aussi pour le développement économique de la cité. Donc c'est quelque part une économie qui est là, qui fleurit, pour ne pas dire que c'est eux quand même qui sont les acteurs commerciaux de notre pays. Bon voilà, on parle d'abord du rôle, ensuite on va revenir un peu au cœur même du sujet, les réformes engagées par le régime actuel au niveau donc de cette chambre. On sait que déjà en novembre dernier, on devrait renouveler la chambre consulaire de la CCIB, mais le gouvernement actuel a plutôt mis en place une administration provisoire, le temps de toiletter un peu la maison, si on va employer ce terme. Entre autres tâches, il s'agissait d'abord pour cette administration de revoir les tests de la CCIB. Et on sait qu'à l'arrivée avec les nouveaux tests, au lieu de 99 membres au niveau de cette chambre consulaire, nous aurons plutôt 69 membres. Constant Yawedéou, quelle est la pertinence d'abord de la mise sur pied de cette administration provisoire et de cette tâche-là qui lui incombe? Oui, une administration provisoire, ça veut dire que c'est aussi transitoire. Transitoire parce que, vous avez vu la suite, les tests qui régissent la CCIB sont des tests qui datent de longtemps et même si ce n'est pas les réformes annoncées par le président du gouvernement ou le président dans son projet de société, c'est que ça va quand même de soi que ces tests soient revisités parce que ça a déjà fait des années
Et vous voyez avec le Nigeria à côté, vous voyez avec les importations, aujourd'hui la production du coton, d'anacarde, d'amandes, tout ça là que nous sommes en train de dire n'existait pas dans les formes qu'il y a aujourd'hui dans le niveau de production. Donc tout ça prouve que les tests qui régissent les domaines de production, de commercialisation qui ont été mis en place depuis 25 ans, 20 ans, ne sont plus des tests qui sont forcément d'actualité. Donc, l'âge et la vétusté de ces tests nous oblige quand même à voir avec la nouvelle dynamique, la globalisation et tout, qu'est-ce que nous devons faire pour être au pas. Parce que beaucoup de tests ont été déjà pris dans d'autres domaines, mais qui régissent le commerce dans notre pays. Même au niveau de la justice, des tests, de nouveaux tests sont appliqués aujourd'hui dans le domaine du commerce. Oui. Et voilà que avec le tribunal du commerce. Avec le tribunal du commerce, bon, vous voyez, nous sommes en train d'utiliser des vieux tests de l'autre côté. Donc ça s'impose. Et si vraiment le gouvernement a annoncé qu'il faut vraiment ouvrir le Bénin à l'extérieur et booster la production à l'intérieur, ça veut dire que forcément ces tests doivent être vus. Donc ce n'est pas une fantaisie du gouvernement, ça s'impose. Et la manière aussi dont nous mettons en place les choses à des moments donnés prouve qu'il y a eu également un peu de laxisme dans la mise en place des structures aussi. Et à un moment donné, on a trouvé que les structures sont budgétivores. Vous voyez que les structures sont budgétivores. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en reprenant les choses, avec les réformes annoncées par le président, on a constaté quand même qu'il y a réduction. Vous avez vu, si certaines choses s'étaient bien déroulées, beaucoup de structures allaient voir leur effectif dégonflé. Absolument. Donc, de 99, aujourd'hui, si on est sûr que, bien que le développement ait pris de l'ampleur et qu'il faut quitter 99 pour 69, il faut enlever 30 personnes pour réussir quand même avec les réformes actuelles, avec le niveau actuel de développement de notre commerce. Ça veut dire qu'il y avait eu un peu de fantaisie. Oui, il fallait satisfaire, tout était politisé dans tous les domaines. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que dans la réalité des choses, il faut éviter ces genres de fantaisie et que ceux qui peuvent faire le travail, il faut qu'on les y amène. Je crois qu'on va peut-être y revenir, parce que c'est annoncé. Donc, il ne faut pas 10 000 personnes pour réussir, mais c'est la qualité des hommes qu'il faut. Donc, je crois que les réformes qui ont été à ce niveau s'imposent et que c'est bien de le faire. Et de la même manière, on ne peut pas, tel que vous l'avez dit, on ne peut pas faire ces réformes en renouvelant la Chambre directement et de continuer. Il faut un no man's land pour que les gens soient à l'aise pour le faire, parce que ceux qui sont là ne sont pas sûrs de revenir, ne sont pas forcément, n'ont pas forcément l'ambition d'être là. Donc, ils vont faire franchement les réformes et ceux qui doivent exécuter viendront. Ceux pour qui c'est fait reviendront et ils seront plus à l'aise. Voilà. Mathias Sossou, parlons toujours de ce test-là. Le test met l'accent sur la rationalisation, la simplification, la professionnalisation et le renforcement de la transparence du processus électoral et va loin, demande l'implication de la Sénat et l'utilisation du vote électronique. Est-ce vraiment nécessaire? Je crois que vous êtes en train de parler dans un domaine ou bien d'un domaine
et qui souffre déjà de certains maux dans le pays depuis. C'est le moment, je crois, de le dire encore, de le répéter ici. Et c'est à un secteur que le chef de l'État vient de s'attaquer. Et ce secteur n'est pas des moindres. Vous allez me dire que les présidents qui se sont succédés à la tête de ces institutions sont de petits hommes que nous connaissons. Non. Et cette institution, d'abord, c'est devenu comme une vache à trait pour tous ceux-là qui se sont succédés. Et vu les derniers développements qu'on a constatés, compte tenu des détournements enregistrés au niveau de ce secteur-là, et si déjà le chef de l'État, à son arrivée, a pensé réorganiser cette structure, c'est pour quand même le bonheur d'abord de la population. Parce que les fruits de ces réformes, ce sont les populations quand même qui en profitent, ce n'est pas une seule personne. Ça veut dire que quelque part, le chef de l'État a bien fait de s'attaquer à ce secteur. Maintenant, quant aux institutions, en tout cas quant aux personnes, commerçants, en tout cas tous ceux-là, tous les acteurs-là qui vont constituer ce corps, je crois que c'est là qu'il y a le gros problème. Il parle de rationalisation, l'organisation des élections. Vous savez comment les élections s'organisaient dans notre pays avant l'arrivée d'abord du président Yahi et du chef de l'État actuel. Avant, c'était sur papier qu'on inscrivait les noms pour aller voter. Aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà une petite réforme, une petite organisation pour assainir quand même ce milieu. Maintenant, si aujourd'hui, on en vient encore dans le secteur de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est pour ne pas permettre à n'importe qui de se lever pour aller voter, pour soutenir un candidat. Parce que dans le passé, il suffit seulement d'avoir une entreprise ou un établissement et avoir une carte de commerçant pour se faire enregistrer et aller voter pour soutenir son candidat. Et c'est sur le terrain que les candidats même organisent leur soutien, ceux-là qui vont s'inscrire sur les listes-là. C'est comme ça que ça se passait. Si aujourd'hui, on veut passer quand même à la digitalisation, en tout cas à la numérisation de la liste de ces électeurs, je crois que c'est pour limiter un peu les dégâts. Et si déjà de 99, on en arrive à 69, le pays est scindé en 12 départements. Oui. Et combien chaque département apporte quand même à la CCIB. Et c'est ça qui est l'important. Si déjà on s'en prend à ce secteur pour quand même le purger et enlever, extraire le vilain liquide qui s'y trouve, je crois que c'est quand même bon. Il faut l'apprécier parce que c'est pas n'importe qui engage ces différentes réformes. Si vous allez me dire que les autres présidents n'ont pas eu l'idée. Ils en ont bien eu l'idée, mais compte tenu de la politique qu'ils faisaient dans le temps, ils ne pouvaient pas avancer dans le domaine. Aujourd'hui, on peut dire que le président Talon ne connaît personne, parce qu'il n'a pas d'amis, si c'est sur le plan travail et politique, il n'a pas d'amis sur ce plan-là. Ça veut dire que quelque part, quand son doigt touche quelque chose, il laisse de traces. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Au départ, quand on avait suspendu les activités des agents consulaires qui étaient là, les gens avaient critiqué. Je crois que lui qui est en train d'engager sa réforme, il sait là où il allait en venir. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, c'est bon. Et puis, nous allons continuer et voir là où ça va finir. Constant Yaoedéou. Oui, sur cet aspect de la chose, c'est vrai, on a des consulaires là à la Chambre de commerce voilà, et d'industrie du Bénin, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont là, comment est-ce qu'ils sont arrivés là à gérer cette chambre. Aujourd'hui, le test demande une rationalisation, une professionnalisation et même une transparence dans le fait de les élire, voilà, dans l'élection. Oui, je crois que tout part des élections. Oui. Si l'élection est une élection juste, transparente, je crois que les autres dispositions viennent d'elles-mêmes. Parce que quand vous êtes bien élu, c'est que vous avez un programme, et c'est sur ce programme que vous êtes élu. Et à partir du moment où l'élection s'est passée librement, ça veut dire que vos sujets sont obligés d'accepter que vous apportez les réformes.
C'est comme j'ai l'habitude de le dire ici. On ne peut pas demander au président Talon aujourd'hui de changer de programme. Parce que c'est sur ça que nous l'avons élu. Donc, tout le monde est obligé d'accompagner ce président-là, ou cette équipe-là, pour qu'il puisse réussir. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contestation déjà au niveau de la mise en place de l'équipe, Oui. la rationalisation et la simplification dont on est en train de parler, Même le vote électronique. Le vote électronique, tout ça là va participer à l'apaisement. Parce qu'il faut savoir comment l'équipe qui vient de passer a été élue. C'est ça. Ça n'a pas été facile. C'est une élection qui a traîné longtemps, il y avait des polémiques, il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas rappeler ici. C'était à un moment donné vilain. C'était devenu tout simplement vilain, parce que c'est tout comme si on cherchait à imposer quelqu'un et tel comme la personne n'a pas encore l'audience qu'il faut, il fallait traîner, il fallait faire. Donc ça avait présenté un aspect vraiment dégoûtant. Oui. Mais finalement, on a pu avoir une équipe, mais voilà ce que nous avons appris par la suite et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand les élections se passent normalement, ce qui est sûr, l'exécution du mandat aussi, et les réformes, l'application des réformes connaît aussi un succès. Et à partir du moment où, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il faut réviser les tests, il y a la nécessité de réviser les tests, c'est toujours pour alléger les procédures, pour permettre aux gens d'être beaucoup plus dans leur activité, un peu plus facilement, pour faciliter les choses. Parce qu'avant, quand vous devez avoir votre carte de commerçant dans ce pays, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on a vu tout ce qui se passe. Et sur ce plateau, on a parlé la dernière fois de ceux qui se sont inscrits au registre de commerce en 4 mois, et 2000 et quelques commerçants. Voilà qui a commencé par s'annoncer un peu rationnel et un peu plus clair. Si tous ceux-là, si on doit aller tout à l'heure à l'installation de l'équipe, au vote, à l'élection des élus consulaires, vous voyez, il y a 2000 qui interviennent, 2500 ou près de 3000 personnes qui interviennent dans le domaine, mais qui ne vont pas s'exprimer. Mais aujourd'hui, on a donné la facilité à ceux-là de s'exprimer. Donc, s'il y a beaucoup qui viennent, c'est qu'il faut faciliter. Donc, le fait qu'on a commencé par faciliter déjà les choses à la base, si une équipe arrive et qui voit déjà toutes ces dispositions-là en cours, l'équipe sera performante et aura de la matière que de se retrouver à 99 à chaque fois pour bavarder, c'est les discours, alors que dans le fond... on est très nombreux. Oui, ça fait 100 personnes. Ça fait 100. Oui, bon, maintenant on est à 69, 70, vous voyez, il y a une réduction de 30% de l'effectif. Voilà, justement. Toujours par rapport à cette question-là de correction des problèmes de représentativité au niveau de la Chambre consulaire, on sait que désormais, il y aura un accent sur la présence dans cette Chambre consulaire des représentants des entreprises qui présentent un poids économique significatif. Mathias Sossou, ça continue certainement de rassurer certainement les investisseurs, les opérateurs économiques, non? Si on donne de telles garanties au niveau de la CCIB. Oui, et c'est ce que ça devait être d'ailleurs. Ce ne serait pas comme dans un pays où on organise une élection et c'est le partant qui désigne celui qui doit le remplacer. Voilà. Alors que ici maintenant, ce qui doit se faire désormais, c'est compte tenu du poids économique de ce que chacun a, qui va peser dans la balance. Ça veut dire que quelque part, il n'y a plus de commerçants indélicats ou de n'importe quel commerçant qui va siéger désormais dans cette chambre-là. Et il y aura désormais des commerçants de poids, des
en tout cas des représentants de ces commerçants-là, qui sont quelque peu assis sur de bases juridiques et économiques pour quand même dire leur mot au niveau de cette chambre-là. Quelque part, je crois que c'est la norme même des choses qu'il faut souhaiter, parce que pour organiser et pour gérer quand même, la chambre de commerce et d'industrie, c'est une chambre qui représente en quelque sorte la majeure partie des décideurs commerçants de ce pays. J'ai connu Atao Sofiano dans ce pays, mais ce n'était pas un petit commerçant. Celui qui est parti, Sachivi, lui aussi, il n'est pas des moindres dans le domaine. Ça veut dire que quelque part, les tests qui sont réactualisés, qui sont maintenant remis en forme pour conduire une nouvelle mandature de cette chambre, je crois, tel que c'est fait, et les conditions qui sont posées, ça va permettre quand même l'avancée de l'économie. Et non pour permettre l'économie, le développement d'économie de ceux-là seulement qui y siègent. Parce que ce ne sera pas comme avant, où c'est devenu cette vache-là, je le répète, que les gens vont traire. Pour avoir du lait, ils vont apporter désormais du lait à cette vache-là, sinon de l'herbe fraîche, pour que la vache broute pour produire du bon lait. C'est ça, en fait, ça doit être maintenant. Constant Yaoedéou, aussi, le test demande que les représentants des entreprises présentant doivent présenter un poids économique significatif. C'est à quelle fin, selon vous? Est-ce que vous connaissez un entraîneur qui n'a jamais joué même un match de quartier? On dit souvent que les meilleurs joueurs sont à la touche, mais c'est quand vous faites 90 minutes une fois, même devant votre maison, essayez, et vous allez voir que la manière dont vous appréciez les joueurs sur le terrain, ça va changer systématiquement. Ça veut dire que si vous ne saignez pas dans le domaine du commerce, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est un commerçant. Il ne faut pas être un opportuniste et dire que vous êtes un commerçant. Il ne faut pas être un affairiste. En réalité, pour dire que vous êtes un commerçant, il faut être un entrepreneur économique. Et c'est par rapport à votre entreprise qu'on peut vous évaluer. Sinon, on connaît beaucoup de commerçants, de gros commerçants, mais on ne peut vraiment pas évaluer à vue d'œil, on ne peut même pas évaluer leur activité. Je crois que c'est assez dangereux parce que si ceux-là n'ont jamais rempli les conditions qu'il faut pour être un bon commerçant, quelqu'un qui a une entreprise, qui paye les salaires, qui paye les impôts, qui paye tout, à la fin et qui fait un bon bilan, à la fin de l'année, celui-là, si vous le prenez dans le domaine où il a évolué, il doit être un consultant. Il doit être un consultant et, par ricochet, un conseiller de l'État, un conseiller du gouvernement. Il s'assied avec le ministre des Finances, le ministre du Commerce, même le ministre des Affaires étrangères. Ils doivent pouvoir se parler franchement. Ils doivent savoir de quoi il est en train de parler. Et je crois bien que c'est ce qui fait que nous apprenons souvent que même c'est le lobby des commerçants qui mettent en place les chefs d'État dans certains pays. Dans certaines grandes nations. Dans certaines grandes nations. On voit derrière le lobby vous ne pouvez pas être un affairiste et intervenir jusqu'à ce niveau-là. Vous devez être un entrepreneur économique. Et pour être un entrepreneur économique, je crois que c'est les réformes dont nous sommes en train de parler aujourd'hui qui vont permettre de vous faire remarquer comme un entrepreneur. Et je dis, quelqu'un qui est président ou qui est élu consulaire doit pouvoir être un conseiller de l'État dans le domaine où il est. Et donc, au niveau de la CCIB, donc la CCIB doit cesser d'être une structure d'animation, mais de développement, parce qu'ils doivent pouvoir dire au gouvernement, dans tel domaine où vous êtes en train, vous avez parlé tout à l'heure de l'artisanat. Ah oui, avec ce qui se passe, il faut forcément que nous pensons, même s'il faut mettre la moitié de l'économie béninoise, il faut que nous mettons ça dans l'aménagement de nos eaux, parce que
on doit pouvoir mettre en place telle chose, telle chose, telle chose pour pouvoir utiliser les eaux que nous avons parce que ça prend beaucoup d'espace. Donc, si les activités sur terre-plein peuvent être complétées par des activités sur l'eau, bon, donc, quand vous allez devant rencontrer le gouvernement et que vous commencez par parler, mais on est obligé de vous écouter. Mais quand on ne sait même pas quelle activité vous menez et que vous changez de grosses caisses chaque 2 mois et que vous érigez des immeubles qui sortent de la terre comme des champions, mais comment on peut vous accorder de crédit? Donc, je crois que si dans les autres pays, les commerçants ont beaucoup au niveau du développement de leur pays, on sent qu'il y a vraiment une synergie d'action entre les commerçants et les gouvernants. Ce que nous ne sentons vraiment pas chez nous, c'est tout comme si c'est quelque part où il faut envoyer certains qu'on n'a pas pu mettre à d'autres places pour les satisfaire, et nos institutions, la plupart de nos institutions ont souvent ce problème-là. Je crois que ça a commencé par changer. Justement. Mathias Sossou, il y aura donc une élection bientôt au niveau de cette chambre pour la mandature 2020-2025 avec toutes ces réformes qui ont été opérées et dont nous parlons ce matin. À quoi va ressembler la nouvelle CCIB? La nouvelle CCIB va peut-être ressembler en tout cas, ça va quand même... C'est sûr de voir la caricature des entrepreneurs dévoués à la tâche et pour le développement du pays. Ce ne sera plus de n'importe quel opérateur économique qui va siéger à cette nouvelle chambre. Vous avez vu les conditions qui ont été posées pour les élections des députés dans ce pays, où il faut avoir le quitus fiscal. Et le député n'est pas commerçant et pourtant on lui demande de payer ses impôts avant désormais d'aller siéger à l'Assemblée nationale. C'est cela de même pour les agents consulaires, en tout cas les délégués que nous aurons désormais de chaque département, au niveau de chaque département, pour aller siéger à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il va y avoir des conditions nécessairement qui vont assainir le milieu et permettre quand même à ceux-là qui le méritent désormais de le faire. Et ce ne sera plus comme c'était dans le désordre où c'est un lobbying qui se formait entre eux et ils envoyaient leurs représentants. Ce sera désormais les représentants dignes de ce nom-là qui vont désormais siéger dans cette chambre-là. Constant Yaoedéou, après toutes ces réformes, quelle sera l'image de la CCIB? Oui, on aura une CCIB de développement du commerce et de l'industrie dans notre pays, parce que ceux qui seront les interlocuteurs du gouvernement seront des gens qui maîtrisent le secteur du commerce, qui connaissent les réalités, qui sortent, qui savent ce qui se passe, qui ont envie ou qui sont dans des consortiums au niveau international, qui ont cherché à avoir des partenaires internationaux, qui ont des difficultés et qui savent comment il faut s'organiser pour pouvoir rentrer dans la globalisation qui s'impose à nous tous. Donc, nous aurons une CCIB vraiment de développement économique pour notre pays, une CCIB qui sera au service réellement du gouvernement, que les ministres en charge du commerce et autres doivent avoir à côté, à tout moment, pour savoir exactement qu'il ne faut plus prendre, vous comprendre qu'il ne faut plus prendre des décisions à tout vent, sur papier, mais qu'il y a des réalités qui leur échappent parce qu'ils ne sont pas commerçants et ils ne sont que coordonnateurs des activités commerciales dans notre pays. Très bien. Deuxième sujet de la causerie de ce matin, on va parler environnement avec une question cruciale pour, de toutes les façons, les populations béninoises en général, mais beaucoup plus en particulier pour les habitants du littoral, le département du littoral. Mathias Sossou, depuis
depuis des dizaines d'années, il y a la question des inondations qui prévaut avec sévérité même à Cotonou. Et il y a eu, vous savez, Cotonou en campagne contre les inondations, 3CI, après d'autres programmes connexes, le PUGMU, ainsi de suite, mais qui n'ont jamais été véritablement efficaces sur le terrain. Pourquoi, depuis des années, on a du mal à circonscrire cette question ou à juguler cette question des inondations? Oui, J-Chris. Oui, Mathias. Vous savez, pour répondre à cette question, Oui. j'ai une image et que je dois présenter ici pour illustrer ce qui se passe au niveau de la ville de Cotonou. Et j'ai connu un oiseau qui ressemble à l'épervier, qui dans notre langue, nous on l'appelle H-O-N, et qui est un ingénieur en construction de nid. Et quand vous le voyez ici, il arrive vraiment à finir sa construction. Quand vous voyez le nid, vraiment, vous allez avoir envie d'y habiter. Cet oiseau-là n'est jamais arrivé à finir son nid dans lequel il va loger, héberger ses enfants. Et chaque fois, pendant la saison sèche, il entreprend et il s'occupe d'autres affaires et il dit non, demain je vais faire, après demain je vais finir, jusqu'à ce que la saison des pluies commence. Et il se fait en tout cas mouiller tous les jours, tout le temps que la saison des pluies a duré par cette pluie-là et ses enfants. Je crois que... Le cordonnier est toujours mal chaussé. Le cordonnier est toujours mal chaussé, voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Il commence, il ne finit jamais. Et je vais assimiler les 3 CI à cette image-là de l'oiseau qui entreprend et qui remet toujours à demain, et puis ne finit jamais. Nous avons eu quand même à la tête de ce pays un maçon qui a quand même engagé des constructions pour ce pays, qui a géré tout le Bénin, y compris Cotonou, qui a eu maintenant la chance de gérer Cotonou seul. Et c'est sous le mandat de celui-là qu'on a entendu Cotonou en campagne contre l'inondation. Même si, à un moment donné, il a passé la main à son enfant, quelque part. L'enfant est resté à ses côtés pour quand même aller à son école. Ça veut dire que quelque part, nous avons la chance d'avoir celui-là à la tête de l'instance qui devait gérer quand même la ville de Cotonou. Mais malgré ça, après leur départ, on a constaté que le problème demeure toujours. On ne leur demande pas de faire en sorte qu'on n'assiste plus à de l'inondation dans la ville de Cotonou. On n'en finira jamais avec, mais il faut quand même faire en sorte qu'on arrive à vaincre l'eau pendant la saison des pluies à Cotonou. Et je crois que c'est le moment de le dire. Et chaque fois, vous allez penser que c'est de la fleur qu'on jette toujours au chef de l'État. Hein. Moi, j'estime que quand le président Talon s'attaque à un secteur, et vous allez constater, chaque fois quand il s'attaque au secteur, à la fin, les résultats sont toujours appréciés. Très bien. On va revenir tout à l'heure au programme pensé par le chef de l'État. Constant Yaoundé, sur cette même piste de réflexion, parfois vous allez dans certaines ruelles, vous constatez que des maisons sont submergées ou des habitants de cette maison sont presque des batraciens, circulent, vous voyez par exemple sur ces images que nous propose la réalisation, avec des habitants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur propre chambre. Comment expliquer ce phénomène-là qui a duré pendant des années? Si les habitants se retrouvaient seulement dans l'eau, c'est bien. Vous sortez le matin et avant de revenir, votre chambre est déjà dans l'eau, la maison est dans l'eau, la rue est dans l'eau, et même les pavés qui passent devant sont dans l'eau. Et là, vous vous dites qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Heureusement pour vous si vous ne laissez pas des enfants. Le problème de Cotonou est un problème sérieux. Et ce que j'ai désavoué j'ai pas apprécié vraiment dans l'évolution de la gestion de l'assainissement de Cotonou, c'est la politique qui s'y mêle et nous ne voyons pas derrière ça l'État même. Oui. Parce que la capitale commerciale qui est dans cet état, ce que l'État même perd par jour, c'est trop beaucoup. Ouais. Vous voyez combien sont dans Tokpa par jour.
Et si la pluie et l'inondation empêchent l'animation, on sait combien l'argent qui doit circuler par jour, on sait combien à quoi ça ressemble quand Dantopa n'est pas animé. Cotonou est une ville qui est entre l'océan Atlantique, la mer et le lac Nokoué. Mais quand c'est comme ça, ça veut dire que Cotonou, la nappe phréatique est vraiment très mince et qu'on ne peut pas avoir une bonne pente d'écoulement. Ça veut dire qu'il faut forcément des canalisations et des réserves. C'est ça le problème, le vrai problème. Mais malheureusement, les premiers ont bien pensé, ont fait ces réserves-là, ils ont prévu les réserves, mais ces réserves aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Oui. Ces réserves aujourd'hui, on a morcelé et progressivement, on remplit et on habite. Oui. Il y a des eaux aujourd'hui qui sont déjà des carrés qui appartiennent à des gens. Mais à 200 mètres, vous n'avez pas accès, c'est rien que de l'eau, mais on a déjà un peu tout comme si on était dans les années 40, 50. Vous voyez, donc, nous n'avons pas été sérieux envers nous-mêmes, nous n'avons pas anticipé, et à un moment donné, le laxisme a fait que, regardez, tous ceux qui ont participé à tout ça, ont quel poids économique dans le pays. Tous ceux qui nous ont amenés à ça ont quel poids économique aujourd'hui dans le pays. C'est ça qui est dommage. Parce qu'ils n'ont pas consommé les conséquences de ce qu'ils ont produit. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de subir. 3CI, c'était un programme bien pensé. Oui. Ils ont dit que c'était un malheureusement, c'est un programme d'urgence parce que quand il y a inondation et que les gens ne peuvent pas aller chez eux et qu'on peut aller pomper l'eau au moins pour leur permettre, même s'ils doivent rentrer dans l'eau, au moins pouvoir traverser l'eau pour y aller. Bonne chose, c'est tout ce qu'il y a, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est la manière de gérer qui a été un gros problème. L'autre chose, c'est que, tel qu'il l'a dit, le président Soglo, quand il a pris, il a fait, à mon avis, une erreur. Il a fait une illusion, c'est-à-dire qu'il a pensé qu'il était à la tête d'un État où il avait toutes les décisions. Quand il s'est rendu compte qu'après une étude, il faut 400 milliards, une ville qui va mobiliser 400 milliards, il a compris qu'il fallait l'État. C'est pour ça que je disais que la politique s'y est mêlée. Il fallait forcément que l'État central intervienne. Donc, des positions politiques ont fait que l'État central a dit, bon, comme vous êtes fort, bon, allez-y, on va voir. Aujourd'hui, justement, puisque le gouvernement actuel a prévu maintenant un programme dénommé assainissement pluvial de Cotonou, est-ce qu'on peut dire que ça va marcher? Ça va marcher parce que quand c'est comme ça, c'est progressivement. Les 400 milliards, si on dit, ça va être sur 5 ans, donc nous allons courir derrière 80 milliards cette année. Mais c'est quand vous vous dites, nous devons mobiliser forcément 400 milliards, ça, c'est le tiers du budget national. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut forcément aller progressivement. C'est ça qui a manqué et depuis la décentralisation, ça n'a pas évolué. Sinon, dès qu'on a vu, la mairie fait les pavés. Mais quand asphaltage est arrivé, l'État central a décidé, on a vu aujourd'hui le nombre de voies qui sont pavées en même temps. Ce qui est sûr, même si ça va être dans l'eau, c'est quand même, on est sûr de ne pas tomber, de ne pas s'enfoncer. Donc, c'est la programmation qui a manqué. L'ambition a été vraiment très grande et ça a fait que tout le monde doit rester impuissant devant la situation et on en est là jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a quand même pris l'option et si quand on apprend qu'il y a 40 milliards par ici, il y a 20 milliards par ici. Évoquer. Mais quand vous devez aller à 5 et vous enlevez 2, il ne vous reste que 3. Mais déjà, vous avez déjà évolué. C'est ça, 40 milliards de la BAD
comme appui financier pour ce projet de l'État-là? C'est quand même un ouf de soulagement en attendant, hein, Mathias Soussou. Non, toujours est-il qu'il faut commencer par quelque part. Oui. Et si déjà, sur 400 milliards annoncés par les anciens, Oui. le nouveau a trouvé 40 milliards pour commencer, je crois que... Un dixième. C'est un dixième. Ça veut dire que si de l'année prochaine encore, il commence et il négocie, trouve encore 40 milliards, ça veut dire que 80 milliards. ça fait 80 milliards. Il On va avance. quand même amener l'assainissement pluvial là à un niveau où on ne sera plus en train de parler de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a nécessairement à faire pour que l'on arrive à vaincre l'eau dans Cotonou. Ce n'est pas non faisable, c'est bien sûr faisable. Parce que si déjà l'ancien maire a pensé à 400 milliards pour réussir... Là, sur ces images, par exemple, les humains se confondent aux grenouilles. Aux grenouilles. Oui, oui. S'il y a par exemple des exutoires, en tout cas des caniveaux à ciel ouvert que l'on pouvait quand même construire pour permettre à l'eau là de circuler et dans son lit normalement, je crois que quelque part, avec les 40 milliards que le chef de l'État a annoncé à avoir reçu de la BAD, je crois que ça peut aider quand même à régler quelque peu ces problèmes-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que le problème de l'eau à Cotonou, c'est vraiment difficile. Justement. Il y a même... Et les conducteurs des engins à 2 roues en souffrent énormément. Même à la fin du mandat du chef de l'État, on ne dira pas qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Il aura quand même fait. Même à Paris où on n'a jamais connu une inondation. Il y a eu en 2013 ou 2014 où le 7e arrondissement de Paris a été inondé. Jusqu'à ce que ceux qui sont même au premier étage la quittent pour aller au deuxième. Et en quelques semaines, ça a été vaincu. Donc nous allons peut-être progressivement assister à ces genres d'assainissement et pour le soulagement de la population.